retrouver dans Point de vue. Michel Barnier parviendra-t-il à éviter une motion de censure avant Noël et peut-être même dès la semaine prochaine? La pression s'accentue sur ses épaules alors que Marine Le Pen fustige dans les pages du Figaro cette semaine des gouvernants, je cite, inaptes au débat et au compromis. Nous y reviendrons en tout début d'émission, ce sera avec Guillaume Roquette. Nous serons ensuite avec l'ancien inspecteur général de l'éducation nationale, Jean-Pierre Aubin. Un troisième prévenu doit être jugé aujourd'hui dans le cadre de l'affaire Maurice Ravel à Paris. Ce proviseur d'établissement, vous vous en souvenez, qui avait été contraint de démissionner suite aux graves menaces reçues sur les réseaux sociaux. Jean-Pierre Aubin, auteur d'un rapport en 2004 sur les atteintes à la laïcité à l'école, nous expliquera pourquoi le danger continue de s'accentuer sur nos professeurs. Et puis, le cessez-le-feu au Liban peut-il durer? À qui profite-t-il le plus? Quel impact aura-t-il sur la suite du conflit? Notre correspondant à Jérusalem nous donnera son éclairage. Ce sera en troisième partie. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour Timothée. Ravi de vous retrouver dans Point de vue. Guillaume, le gouvernement Michel Barnier, on en parlait déjà la semaine dernière, mais là vraiment, il ne tient plus qu'à un fil, ne tient plus sur un fil. Plus les jours passent, plus Marine Le Pen menace de voter la motion de censure pour renverser ce gouvernement. Ça pourrait être dès la semaine prochaine, à l'occasion du vote sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le 49.3 qui devrait être activé à cette occasion. Au Figaro, dans les pages du Figaro, ce mardi, Marine Le Pen dit non, il n'y a pas de risque de shutdown à l'américaine en cas de censure du budget. Clairement, elle prépare les esprits à un renversement du gouvernement dans les prochains jours. Oui, il semblerait qu'effectivement la censure se rapproche. Moi, je n'y croyais pas. Vous l'avez expliqué la semaine dernière. J'ai pas changé d'avis. Je pense que c'est une erreur de la part du Rassemblement national, mais c'est leur choix. Évidemment, il y a des dimensions politiques, des critères politiques qui entrent en compte. Mais vous dites dans votre éditorial ce week-end, dans le Figaro Magazine, pour le pays comme pour les partisans de Marine Le Pen, la chute de Michel Barnier serait détestable. Oui, parce que je reprends une citation que j'aime beaucoup de Raymond Aron, que Jordan Bardella, dont Jordan Bardella fait état dans son livre. Et Aron dit la politique, ce n'est pas le choix entre le bon et le mauvais, mais entre le préférable et le détestable, c'est-à-dire entre qu'est-ce qu'il y a de moins pire. Et je pense que le moins pire, ce serait que le gouvernement ne tombe pas. Pourquoi? Parce que même s'il n'y a pas effectivement, Marine Le Pen a raison, de risque d'une paralysie du système public si le budget n'est pas voté. Vous savez, quand on parle du budget, c'est le budget de l'État, donc c'est le salaire des fonctionnaires, c'est aussi le budget de la sécurité sociale. Donc il y a aussi toutes les prestations qui sont versées aux Français. Mais vous avez entendu ce que dit Marine Le Pen, il n'y a pas de risque de shutdown. Oui, et elle a raison, parce que contrairement aux États-Unis, où cette expression est en cours, quand le Congrès ne vote pas le budget, tout s'arrête. En France, il y a des processus de sauvegarde. Vous savez, c'est un peu comme dans les voitures modernes, où même si vous lâchez le volant, vous ne foncez pas dans le décor, la voiture ralentit et s'arrête, et les warnings s'allument. Et bien là, c'est un peu la même chose. Pour être très concret, ce serait le budget de l'année dernière. Exactement. C'est le budget de l'année dernière, c'est-à-dire celui de 2024, qui serait mois par mois remis en œuvre avec donc des mesures à la fois dépenses et des recettes à l'identique. Mais là où Marine Le Pen ne dit pas tout, c'est que le danger, ce n'est pas un danger administratif, c'est un danger financier. C'est-à-dire que le message envoyé à nos créanciers d'une chute du gouvernement serait extrêmement alarmant. Vous savez que la France est tellement endettée que ce sont nos créanciers, les gens qui nous prêtent de l'argent, qui permettent de faire les fins de mois. Et déjà, les taux d'intérêt sont assez hauts, c'est-à-dire qu'on a même rattrapé le niveau de la Grèce en matière de taux d'intérêt. Ça veut dire que la France suscite une forme d'inquiétude chez les gens qui lui prêtent de l'argent. Et cette inquiétude, elle se sent dans le niveau des taux d'intérêt, puisqu'évidemment, moins vous avez confiance dans votre client, plus vous leur demandez un taux élevé, et là il pourrait augmenter très sensiblement, parce que les gens prendraient peur en se disant la France est devenue ingouvernable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que y a une crise politique avec un risque de retour de la gauche au pouvoir, une abolition de la réforme des retraites, et cette espèce d'engrenage se traduirait par une crise financière. Et Michel Barnier a raison quand à TF1 il met en avant ce danger, et je pense que les premières victimes de cette crise financière, ce seraient les électeurs
plutôt du milieu populaire du Rassemblement national, parce que tout simplement, vous savez, quand il n'y a plus rien à manger, les riches ils maigrissent un peu et les pauvres ils meurent. Donc ce que je dis est caricatural. Ce qu'elle dit, c'est que ça peut permettre d'éviter la hausse d'impôts. Oui, alors effectivement, il y a un bras de fer qui est en train de s'installer. C'est pour ça que, même si je suis minoritaire, je prends mon risque, je continue à dire que cette censure, elle n'est pas acquise encore. Vous avez peut-être vu que le ministre de l'économie, Antoine Armand, a dit il y a quelques heures qu'il était prêt à faire des concessions, c'est-à-dire à tendre la main au Rassemblement national pour éviter une censure. Et on parle notamment des taxes sur l'électricité, vous savez, qui devaient être augmentées l'année prochaine. Et c'est un des sujets sur lesquels le Rassemblement national est le plus arc-bouté. Je pense à juste titre, parce qu'effectivement, ça parle aux gens. Ce serait un renoncement de la part du gouvernement ? Alors oui, ce serait un renoncement, puisque la hausse, je regarde mes chiffres, pas vous dire d'ânerie, c'est 3 milliards qui étaient prévus, 3 milliards d'augmentation des taxes. Les taxes qui avaient été baissées un peu artificiellement, c'est ce qu'on avait appelé le chèque énergie, au moment de la crise énergétique consécutive à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc oui, ce serait un renoncement, mais je pense que Michel Barnier avait ça en tête. Vous savez, quand vous êtes dans une négociation, vous lâchez pas tout d'un coup. Et je crois qu'il avait gardé quelques billes. Je vais vous dire, malheureusement, on est dans un tel niveau délabrement de nos finances publiques que 3 milliards de plus, c'est beaucoup trop. Mais si c'est ça, ou une crise financière, je pense malheureusement que ce serait moins pire. Le vrai problème, on en a déjà parlé ici, c'est que face aux augmentations d'impôts et aux augmentations de taxes, il n'y a pas de baisse de la dépense publique. Enfin, il y en a très très peu. Alors, pour revenir sur la stratégie de Marine Le Pen, vous écrivez dans votre éditorial que l'une des raisons justement qui la pousse à faire pression et à peut-être bientôt censurer le gouvernement, c'est la présence qui devrait l'empêcher de le faire, c'est la présence de Bruno Retailleau au gouvernement. Vous dites qu'elle ne doit pas censurer le gouvernement, notamment parce que il prévoit une loi sur l'immigration. Effectivement, cela va dans le sens de ce que c'est de Marine Le Pen. Est-ce que précisément, c'est pas ça qui joue dans sa tête, parce que il fait de l'ombre finalement à Marine Le Pen, Bruno Retailleau? Alors, vous avez raison. C'est là qu'on voit que les responsables politiques sont souvent tentés de mettre leur carrière avant l'intérêt général. Et peut-être qu'effectivement, Bruno Retailleau est en train de devenir une alternative possible au Rassemblement national pour la prochaine élection présidentielle. Un homme qui est à la fois clairement installé dans son positionnement de droite, qui n'a jamais voulu faire d'alliance avec le Rassemblement national, contrairement à Éric Ciotti, mais qui, sur ces sujets régaliens, se montre extrêmement ferme. C'est un candidat putatif pour 2027, Bruno Retailleau ? Oui, je pense que ça le devient, à l'évidence. Et moi, je serais leur invoqué, je commencerais à me faire du souci. Et c'est vrai que si on reste au plan de la réalité et de l'intérêt du pays, le sujet d'immigration, qui, on le sait, est le principal vecteur d'attachement des électeurs du Rassemblement national à ce parti, c'est le sujet sur lequel le RN a construit son offre politique. Voilà un projet de loi qui s'annonce et qui reprend l'essentiel des propositions du RN sur le sujet. Et c'est ce gouvernement-là qui voudrait faire tomber. Ça n'est pas très cohérent. Michel Barnier l'a dit très clairement sur TF1, aux 20h de TF1 mardi soir. Il aura probablement, assurément, recours au 49.3 à l'occasion du vote donc de ce texte de budget de la sécurité sociale. Est-ce que c'est pas prématuré de l'évoquer comme ça aussi clairement une semaine avant, quand on connaît le contexte politique? Il y a un choix évident chez Michel Barnier, c'est de dramatiser la situation. C'est-à-dire que il se dit ça passe ou ça casse. C'est vrai que Michel Barnier prend un risque en installant tout de suite ce rapport de force qui est le plus radical possible à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire celui du 49.3, en disant
ma loi passe, et si vous voulez pas qu'elle passe, vous me renversez, mais il n'y a pas d'entre-deux. Je pense que c'est pas un mauvais choix, dans la mesure où Michel Barnier espère encore que un certain nombre d'élus de gauche, et en particulier les 66 députés socialistes, ou en tout cas une partie d'entre eux, pourraient être tentés de ne pas franchir le Rubicon et de ne pas s'allier avec le Rassemblement national, puisque nos téléspectateurs le savent, il faut une alliance du RN et du Nouveau Front Populaire pour avoir une majorité qui puisse renverser le gouvernement. Mais encore une fois, j'en parlais il y a quelques instants, cette avancée d'Antoine Armand en disant nous sommes prêts à des concessions, ça montre que la situation n'est pas encore totalement figée. Et évidemment, ce sera à suivre de très près dans les prochains jours, mais si le gouvernement venait à tomber, la question évidemment qui va se poser derrière, cette hypothèse qui sera réclamée à corps et à cri par une partie du personnel politique, ce sera la démission d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous y croyez ? Je vais être prudent parce que je ne croyais pas à la dissolution de l'Assemblée nationale. Or, elle a pour eu l'instant, lieu. Donc Emmanuel Macron est imprévisible, c'est un peu à ça qu'on le reconnaît. Il a des côtés de plus en plus trumpistes, je trouve, dans sa psychologie. C'est-à-dire que il en vient à considérer que quand il a réussi à surprendre son monde, il a gagné. Donc je ne le pense jusqu'à quitter le pouvoir. Moi, je ne le pense pas, mais je crois que il faut séparer deux choses. D'abord, la psychologie, c'est-à-dire il pourrait considérer qu'il est dans une situation d'échec, qu'il est rejeté par le pays puisqu'il n'arrive pas à trouver de gouvernement solide, et donc il en tire toutes les conclusions. Le général de Gaulle aurait fait cela. Emmanuel Macron, je ne pense pas. Ce serait quand même partir dans des conditions vraiment piteuses. Démissionner, c'est avouer son échec. Or, on sait que le président de la République a une assez haute idée de lui-même, donc cet exercice de modestie ou d'humilité, c'est pas vraiment dans ses habitudes. Et puis, Emmanuel Macron peut essayer de retrouver un autre gouvernement. C'est-à-dire qu'on ne serait pas dans une ingouvernabilité absolue tout de suite. Certains disent qu'il pourrait renommer Michel Barnier. Alors, certes, ça ne ferait que gagner quelques mois, mais je pense qu'on n'en est pas encore dans la crise aiguë où le départ du président serait la seule solution, sachant même que son départ ne réglerait pas la crise politique, puisque l'Assemblée resterait ingouvernable. Et il y a évidemment bien d'autres hypothèses encore. Alors dans ce contexte incertain, les députés doivent se pencher aujourd'hui sur la proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites dans le cadre de la niche parlementaire de la France insoumise. Est-ce que c'est pas, Guillaume, un curieux télescopage au moment où on nous dit qu'il faut absolument faire des économies, qu'il faut trouver 60 milliards de proposer de revenir sur cette réforme, ça va forcément peser d'une manière ou d'une autre sur les finances publiques. Bien sûr, puisque cette réforme des retraites, elle a été faite pour trouver de nouvelles ressources. Et en plus, ce ne serait pas seulement la dernière mouture de cette réforme, celle qui a été voulue et menée par Emmanuel Macron, qui serait remise en question. Ce serait aussi les réformes précédentes, notamment celle de Marisol Touraine, ministre socialiste. Et c'est ça, pendant le quinquennat de François Hollande. Et alors, cette niche parlementaire, si elle parvenait à l'abrogation des mesures de la réforme des retraites, là, je pense qu'il ne faudrait même pas attendre une motion de censure pour avoir une crise financière. C'est le point clé de la confiance dans la France à se réformer et à gérer tant bien que mal ses budgets malgré le niveau de la dette. Le point clé, c'est que nous avons été capables de faire travailler les gens un peu plus longtemps. Si on revient là-dessus, à la fois nos créanciers, mais pas seulement, il y a aussi l'autre sujet qui sont les autorités européennes, diraient, écoutez, maintenant la France, ça suffit. Vraiment, vous êtes totalement irresponsable. Vous aviez pris une seule mesure pour améliorer vos finances publiques, c'était repousser l'âge de la retraite, et même ça, vous n'êtes pas capable de tenir vos engagements. Ce serait vraiment une catastrophe. Or, il faut le savoir, le système français, il tient aussi parce que nous sommes dans l'euro, aussi parce que nous avons la Banque Centrale Européenne qui nous refinance. Si nous envoyons un message d'irresponsabilité aussi patent que l'abandon de la réforme des retraites, ça irait vraiment très mal. C'est très important parce que ce que vous dites, c'est que cette niche parlementaire, elle dépasse largement le cadre de la réforme des retraites. Oui, parce que la réforme des retraites, c'est le symbole
de la capacité qu'a la France à être encore à peu près crédible. C'est-à-dire que c'est vrai que la France est très endettée, c'est vrai que la France n'arrive pas à avoir des budgets à l'équilibre, mais c'est un pays qui produit des ressources. Et donc, ça, c'est la garantie, si vous voulez. La caution de notre dette, c'est le travail des Français. Mais on sait que les Français doivent travailler davantage. Donc si cette réforme est abandonnée, oui, le message envoyé serait extrêmement spectaculaire. Vous vous souvenez que lorsque il y a eu cette instabilité, plus exactement cette absence de gouvernement qui a duré des semaines après le second tour des législatives, les marchés financiers se sont pas affolés et les taux d'intérêt de la France n'ont pas beaucoup augmenté. Alors même qu'on était dans cette période d'instabilité. Pourquoi ? Parce que, vu de loin, quand vous êtes à Dubaï ou à New York et que vous êtes un créancier français, vous dites, ok, ils mettent un peu de temps à trouver un gouvernement, mais c'est pas grave. Macron est un type responsable. Et puis il y a des réformes de fond. Il y a des réformes faites comme celle de retraite, donc c'est pas si grave. C'est pour ça que ce serait vraiment un signal inquiétant. Un mot, Guillaume Roquette, sur la couverture du Figaro Magazine ce week-end, le scandale des cheminots. Cette enquête à l'heure où la menace des grèves évidemment plane sur les fêtes de Noël. Vous avez enquêté, dites-vous, sur les nombreux et les gros petits plus des cheminots de la SNCF. Oui, parce qu'en fait, cette habitude, presque cette tradition de faire grève à Noël, parce que ça fait plusieurs années de suite que ça arrive, les cheminots menacent de paralyser les transports publics au moment des fêtes de fin d'année. Ça fait partie de cette culture qui consiste à mettre une pression maximum pour obtenir toujours plus d'avantages. Et on a tendance à ne se focaliser que sur la revendication immédiate des cheminots. Mais nous, ce que nous avons voulu montrer, c'est qu'il y a un système. Il y a un système cheminot qui nous coûte plusieurs milliards d'euros par an. La partie la plus spectaculaire, c'est évidemment le statut des retraites. Vous avez vu que les cheminots ont réussi, on le rappelle dans l'article, à échapper, eux, à la réforme des retraites dont on parlait à l'instant, parce que, en toute discrétion, et à la grande colère du gouvernement de l'époque, c'était Bruno Le Maire qui était ministre de l'économie, les cheminots ont réussi à obtenir de leur patron que la réforme des retraites soit adaptée, pour ne pas dire vidée de son contenu. Et c'est ce système-là qu'on a voulu décrire. Alors, il y a des choses un peu folkloriques, comme les châteaux propriété du comité d'entreprise pour passer des bonnes vacances, mais vous allez voir qu'il y a dans ce dossier que c'est incroyable ce que les cheminots ont obtenu. Sur le principe, moi je ne suis pas contre que les salariés soient bien payés et qu'ils soient bien traités et qu'ils aient des avantages. On en a quelques-uns au Figaro et on en est très heureux. Ce qui est choquant, c'est que tout ça s'obtient au prix d'une détérioration des finances de la France, parce que qui paye tout ça ? C'est nous. La SNCF, ça coûte aux contribuables 20 milliards par an. Merci beaucoup, Guillaume Roquette. Une enquête détaillée, précise, à retrouver dans les pages du Figaro Magazine ce week-end et qui est signée Guylain de Montalembert. Merci à vous. On va parler de l'école à présent. 9 mois après l'affaire Maurice Ravel à Paris, les procès se poursuivent. Un troisième homme est jugé au tribunal de Bourg-en-Bresse aujourd'hui pour des menaces formulées sur les réseaux sociaux contre l'ancien proviseur qui avait été contraint de démissionner pour des raisons de sécurité. Alors aujourd'hui encore, la question se pose. Les professeurs sont-ils en sécurité dans nos écoles ? Écoutez Didier Lemaire, professeur de philosophie dans les Yvelines. Les islamistes eux-mêmes, qui en réalité pratiquent une forme de ségrégation dans les classes. Je l'ai vu notamment lors de ma dernière année. Les garçons salafistes ordonnent aux jeunes filles de ne pas se mêler, de ne pas s'asseoir à côté des garçons en classe. Vous avez assisté à de telles scènes dans une classe de philosophie en terminale, en banlieue parisienne. Vous estimez qu'il y a combien de jeunes salafistes ou tentés par le salafisme sur une classe de 30 élèves ? Ça dépend des classes. Après les attentats de 2015-2016, il s'agissait de personnes isolées. En 2020-2021, on peut dire que dans certaines classes que j'ai eues, les salafistes contrôlaient la classe. C'est-à-dire que il n'était pas question... À combien ? Il suffit de 2 garçons dans une classe pour imposer cet ordre-là. Bonjour Jean-Pierre Robin.
Bonjour. Merci d'être avec nous dans Point de vue, ancien inspecteur de l'éducation nationale, auteur du rapport Aubin en 2004, et on va évidemment en parler parce que c'est tout à fait lié au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Vous êtes l'auteur également de ce livre, Les profs ont peur, école et laïcité, enquête sur le grand renoncement. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Là aussi, beaucoup d'éléments dans ce livre qui nous raccrochent à l'actualité. L'un des prévenus dans le cadre de l'affaire Maurice Ravel doit être jugé aujourd'hui par le tribunal de Bourg-en-Bresse pour avoir formulé des menaces sur les réseaux sociaux à l'encontre du proviseur de ce lycée parisien. Toujours dans cette affaire, une condamnation d'un autre homme a fait polémique il y a quelques jours. L'auteur des menaces de mort qui a été condamné à une simple amende de 600 € et un stage de citoyenneté. Comment réagissez-vous à cette condamnation et surtout quel message envoie-t-elle au personnel de l'éducation nationale ? Alors, je vais réagir avec les deux qualificatifs qui ont été utilisés par le syndicat des chefs d'établissement, qui est un syndicat très majoritaire parmi eux, qui parle d'un jugement stupéfiant et indigne. Voilà, stupéfiant dans la forme, on ne s'attendait vraiment pas à une telle indulgence de la part des juges sur des faits, et là on va regarder en quoi il est indigne, sur des faits qui sont quand même une menace de mort très claire, être brûlé vif contre un fonctionnaire d'autorité de l'éducation nationale. Ce message, effectivement, qui avait été publié sur le réseau social X. Oui. Cette condamnation, elle vous a surpris? Est-ce qu'elle vous a choqué? Oui, elle m'a choqué. Elle m'a choqué par son indulgence, par sa faiblesse, par son absence de connaissance, surtout de ce qui se passe dans l'éducation nationale et de la pression qui s'exerce sur les chefs d'établissement aujourd'hui du fait de l'entrisme, de l'islamisme dans les établissements scolaires, en tout cas dans un certain nombre d'entre eux. Alors même que souvent on renvoie la balle entre magistrats, législateurs, on dit que l'arsenal législatif n'est pas suffisamment important. Là, en l'occurrence, pour provocation publique à commettre un crime, la peine maximale, 5 ans de prison, 45 000 € d'amende. Comment expliquer un tel écart avec cette condamnation ? D'abord, le réquisitoire était assez faible. Le procureur a requis 1 an avec sursis et une amende, ce qui est quand même, pour moi, très faible et ne protège pas suffisamment les chefs d'établissement. Un des principes du droit concernant la peine, c'est que cette peine doit être dissuasive. C'est l'exemplarité de la peine. En quoi cette peine est-elle dissuasive ? Alors justement, pour qu'une peine soit dissuasive, est-ce que vous seriez favorable, par exemple, à l'instauration de peines planchers ? Je ne vais pas intervenir sur ce débat. Certains y sont favorables. Oui, certains y sont favorables. Je pense surtout que les juges devraient mieux, cerner la situation qui est faite au chef d'établissement aujourd'hui, celle de prendre la responsabilité en matière d'incidents dans les classes, en matière de tenue de port vestimentaire, de prendre la responsabilité des sanctions contre les élèves. Et on connaît la pression qui s'exerce sur eux aujourd'hui, et surtout le contexte qui est celui de l'assassinat de 2 professeurs dans les années qui ont précédé. Dominique Bernard et Samuel Paty. C'est une situation, en particulier celle de Samuel Paty, que les professeurs ont systématiquement en tête, et les proviseurs aussi, lorsqu'ils sont confrontés à un incident. Ils sont trop seuls aujourd'hui, les professeurs, selon vous ? Ils sont tout à fait seuls. C'est-à-dire ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie ? Alors, pas suffisamment. Jusqu'à présent, ils l'étaient, je dirais, à géométrie variable. Certains chefs d'établissement soutenaient les professeurs, d'autres moins. On a beaucoup disserté sur le pas-de-vaguisme qui sévit dans l'éducation nationale. C'est une réalité, ça, le pas-de-vaguisme ? C'est une réalité culturelle dans l'éducation nationale et qui part de plus haut que l'échelon hiérarchique des chefs d'établissement. Les chefs d'établissement eux-mêmes disent « nous ne nous sentons pas soutenus par notre hiérarchie ». Par l'inspection d'académie, par le rectorat. Et les recteurs eux-mêmes, comme je l'écris dans mon livre, regardent du côté du ministère sans arrêt pour savoir s'ils prennent une initiative qui va déborder dans les médias, s'ils vont être soutenus par le ministre. Voilà. Donc, il y a là une question qui doit être prise au plus haut niveau de l'État. Il faut que,
au plus haut niveau de l'État. C'est-à-dire le président de la République, très concrètement. Le président de la République, bien sûr, le Premier ministre, le ministre, etc. Et il est vrai que mon jugement personnel sur l'action d'Emmanuel Macron sur la question de la laïcité, ça a été que le en même temps s'est traduit par alternativement un coup on nommait un ministre très laïque, le coup d'après quelqu'un qui était en délicatesse avec la laïcité. Est-ce qu'il est directement ou indirectement, Emmanuel Macron, responsable quelque part de ce qui est arrivé à ce proviseur contraint de démissionner pour des raisons de sécurité ? Indirectement, peut-être, pas directement en tout cas. Le rectorat a fait son travail en essayant de le protéger lorsqu'il était vraiment menacé, en l'exfiltrant de l'établissement scolaire, alors que le chef d'établissement voulait plutôt rester. Alors, précisément, le chef d'établissement qui a accepté de répondre aux questions du Figaro cette semaine, voici ce qu'il dit. Il faut être clair, les menaces et les attitudes des élèves m'ont gâché la vie. Je ne crains pas une fatwa, mais je crains de tomber sur un dingue qui me reconnaîtrait par hasard. Et effectivement, il décrit son quotidien. En tout cas, au début, il n'osait plus prendre le métro. Lorsqu'il allait dans un café, dans une brasserie, il regardait sans cesse autour de lui. Comment a-t-on pu en arriver là, Jean-Pierre Robin, vous qui travaillez sur ces questions depuis très longtemps ? C'est le même schéma, au fond, que ce qui est arrivé dans la situation de Samuel Paty. C'est-à-dire, au début, on a un incident. Sur cet incident, il y a un mensonge d'élève qui apparaît. Ce mensonge d'élève est amplifié, notamment par les réseaux sociaux, mais devient une rumeur d'abord à l'intérieur de l'établissement. Il y a des élèves qui se solidarisent et parfois d'autres personnels qui se désolidarisent de l'enseignant ou du proviseur. Il y a des accusations sur les réseaux sociaux de racisme, d'islamisme qui sont proférées. Et à partir de là, des menaces explicites qui circulent avec, dans le cas de Samuel Paty, un passage à l'acte. Voilà. Donc on était, je dirais, à la phase juste avant le passage à l'acte du même schéma que celui de l'assassinat de Samuel Paty. Mais ce qu'on voit, c'est que on comprend que le proviseur ait pu avoir peur. Et ça révèle un mouvement, il a eu peur parce que ça révèle un mouvement qui en réalité est beaucoup plus profond et qui ne se cantonne pas à ces quelques cas qui ne sont malheureusement pas des cas isolés. Oui, tout à fait. Dans mon livre, j'ai toute une série de témoignages là-dessus qui montrent comment, pourquoi, dans quelles situations précises, un certain nombre d'enseignants qui ont accepté de témoigner ne se sentent pas soutenus par leur hiérarchie et renoncent, l'autocensure, ou en tout cas ont peur dans certaines situations d'enseignement. Vous l'avez d'ailleurs un petit peu évoqué, ce proviseur, en l'occurrence dans le cas de Maurice Ravel, et qui a été, pour avoir donc demandé à une élève de retirer son voile, qui a été accusé de racisme, d'islamophobie. Là aussi, vous qui avez travaillé sur ces sujets, qu'est-ce que ces accusations révèlent ? Ça révèle toute une propagande des islamistes, une propagande victimaire, qui est relayée par une partie de la classe politique à l'extrême gauche. Et donc, dans les établissements scolaires, par une partie, même minoritaire, des personnels qui se montrent complaisants par rapport à cette idéologie victimaire. Vous êtes d'accord avec le proviseur quand il pointe du doigt, je cite, des agitateurs d'extrême gauche ? Alors, en l'occurrence, je ne sais pas à qui il fait allusion, mais c'est tout à fait possible qu'il y ait eu dans son établissement un certain nombre de personnes et en particulier de mouvements de jeunesse ou de mouvements d'extrême gauche, qui sont venus soutenir dans l'établissement scolaire ou aux portes de l'établissement scolaire des lycéens qui demandaient la démission du proviseur, oui. Alors, la ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, a réagi. Elle a réagi notamment aux sanctions, à cette condamnation qui est jugée trop faible par une grande partie de la classe politique. C'est votre cas notamment, de la classe politique et également intellectuelle. Anne Genetet, la ministre de l'Éducation nationale, qui annonce vouloir modifier la loi pour que l'Éducation nationale, en tant qu'institution, puisse porter plainte aux côtés de ses agents. Est-ce que vous saluez cette proposition ? Tout à fait. Alors, je la salue d'autant plus que, depuis quelques mois, je m'étonne que le rapport du Sénat de mars dernier, qui porte le titre « L'école de la République attaquée, agir pour éviter de nouveaux drames », et qui proposait 38
se terminait par 38 propositions au pouvoir politique pour justement mieux protéger les enseignants, les proviseurs et l'éducation nationale en général, n'ait trouvé aucun écho dans la classe politique. C'est une des propositions de ce rapport. Mais ce rapport est arrivé, si je puis dire, au mauvais moment, puisque juste avant la dissolution et une période de vacances de pouvoir, qui fait que le nouveau pouvoir n'a pas repris jusqu'à présent ces propositions. 38 propositions qui ont été effectivement réalisées, effectuées, proposées par les sénateurs. Selon vous, ce sont des propositions qui vont dans le bon sens, qu'il faut reprendre aujourd'hui? Oui, surtout il y a une cohérence qui se dégage de ce rapport, parce qu'il est très documenté. Le travail des sénateurs est tout à fait intéressant, remarquable, sur en particulier l'utilisation d'un certain nombre de données internes ou pas à l'éducation nationale, qui montrent la difficulté devant laquelle sont aujourd'hui les professeurs à travailler et à enseigner sur un certain nombre de sujets. Donc il y a une cohérence de ces 38 propositions et il faut attendre d'un pouvoir politique, quel qu'il soit, qu'il les reprenne, en tout cas qu'il les examine au moins. Alors, dans votre livre, Jean-Pierre Robin, puisque vous faites référence au pouvoir politique, précisément, il en est question, et vous n'êtes pas tendre. En tout cas, vous dites, vous affirmez que, il ne faut pas trop se fier en réalité aux chiffres de l'éducation nationale. Selon vous, les chiffres diffusés par le ministère sont 100 fois plus faibles que la réalité en ce qui concerne les atteintes à la laïcité et aux valeurs de la République. Oui, ces chiffres sont en fait, là, les médias ont une certaine responsabilité en les reprenant et en les traduisant, en transformant ces chiffres qui sont des signalements en atteintes. Mais ça veut dire qu'il y a une dissimulation de la part du ministère ? Non, le ministère d'ailleurs le dit, ce sont des signalements. Mais qu'est-ce qui est signalé ? Quelle est la part des incidents qui est réellement signalée ? Alors, ma réponse, l'examen et le calcul auquel je me livre montre que, au bas mot, c'est 1/100 des incidents réels dans les classes qui sont signalés. Beaucoup d'incidents ne sont pas signalés parce qu'il y a, une autocensure des enseignants sur ces incidents. Il y a toute une part qui sont résolus dans la classe par l'enseignant ou pense les avoir résolus, donc pourquoi les signaler ? Et puis ensuite, il y a un système de distillation, en quelque sorte. Plus on monte dans la hiérarchie, à chaque étape de monter dans la hiérarchie, il y a un processus de dissimulation. Vous dites une autocensure des enseignants. Y a-t-il, dans certains cas, une complaisance ? Alors, cela existe. Je donne un certain nombre de témoignages dans mon livre d'enseignants qui se montrent complaisants avec l'islamisme, comme dans ce lycée de Seine-Saint-Denis, dont je donne l'exemple, où on a eu... Dans quel cas précis, oui, un lycée de Pantin qui est sorti dans la presse il y a quelques années, où les professeurs avaient institué, même au niveau du conseil d'administration, l'idée que les lycéennes pouvaient être voilées dans l'établissement et dans la classe. Il a fallu une intervention du rectorat sur plusieurs mois pour faire cesser cette illégalité. Ce qui a changé depuis notamment ce rapport que vous aviez publié en 2004, dans lequel vous alertiez déjà sur les problèmes d'atteinte à la laïcité. Ce qui a changé notamment, d'abord c'est l'ampleur. C'est l'ampleur. Mais également qu'il y a une autocensure aujourd'hui de la part des professeurs. Ben oui, c'est la conséquence même de ces incidents. À partir du moment où ils se multiplient, où ils ne sont pas sanctionnés comme ils devraient l'être, les professeurs se découragent. Là-dessus, il y a quand même l'assassinat de Samuel Paty qui a été un véritable traumatisme et qui reste un traumatisme pour le corps enseignant, celui de Dominique Bernard et la peur qui s'est développée. La peur qui s'est développée, qui est le terreau premier de l'autocensure, bien entendu. Vous parliez tout à l'heure de la responsabilité des politiques, vous en parlez également dans votre livre. Je vous donne un exemple précis. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, lance pour 2025 un livret pédagogique de caricatures à destination des lycées, mais sans dessin de Mahomet. Est-ce que, en ce cas précis, c'est une abdication face à l'islamisme, comme certains le disent ?
Alors, effectivement, ça pose un problème. On voit bien l'intention. L'intention est louable. C'est d'offrir aux enseignants, en particulier ceux qui se sentent mal à l'aise avec l'utilisation de dessins de presse dans l'enseignement de la liberté d'expression, et dont c'est le travail, je pense en particulier aux enseignants d'éducation morale et civique, un outil pédagogique qui leur permette d'utiliser les dessins de presse sans se mettre en danger. Voilà. Donc, ça apparaît louable, et moi j'ai vu Valérie Pécresse expliquer qu'il s'agissait d'une initiative parce qu'il y avait une responsabilité, en tout cas elle se sentait une responsabilité morale par rapport à cet assassinat qui avait eu lieu dans un établissement de sa région. Est-ce que vous pensez qu'elle a eu tort de retirer Mahomet de ce livret ? Alors, je ne jugerai pas ça, mais je regarderai les résultats. Quels sont les résultats de cette publication ? En quelques mots. Oui, en quelques mots. Écoutez, il n'y a aucune difficulté à enseigner la liberté de la presse à partir du moment où on prend comme support des caricatures ou des dessins qui s'en prennent à l'autorité religieuse ou politique ou médiatique, ce qui est le cas de l'ensemble des dessins proposés, des 12 dessins proposés. Mais ce n'est pas vraiment une difficulté pour les enseignants d'enseigner la contestation de l'autorité à des adolescents aujourd'hui. Il n'y a aucune difficulté. La seule vraie difficulté, c'est autour de la religion musulmane, de l'image de Mahomet, et pire qu'une image, une caricature de Mahomet. C'est là-dessus que les professeurs ont peur, évidemment. Merci en pensant beaucoup à Charlie Hebdo. Merci beaucoup Jean-Pierre Robin. Les profs ont peur, école et laïcité, enquête sur le grand redressement. C'est aux éditions de l'Observatoire et c'est à retrouver en librairie, à retrouver également sur le Figaro.fr cet entretien exclusif avec Philippe Le Guillou, l'ancien proviseur du lycée de Maurice-Ravel qui a démissionné suite aux menaces de mort qu'il a formulées à son encontre. Il dresse dans cette interview son diagnostic sur la laïcité à l'école. C'est à retrouver sur le Figaro.fr. On ouvre notre page Proche-Orient à présent. Depuis quelques heures, le Liban pousse un soupir de soulagement. Le cessez-le-feu de 60 jours entre Israël et le Hezbollah a commencé. Alors sera-t-il durable ? C'est toute la question. On en parle dans un instant avec le correspondant du Figaro à Jérusalem, Guillaume de Dieuleveux. אז למה לעשות הפסקת אש עכשיו? יש 3 סיבות עיקריות. סיבה ראשונה, התמקדות באיום האיראני. ולא ארחיב על כך. סיבה שנייה, רענון כוחות וחידוש מלאים. ואני אומר לכם בגלוי, כי זה לא סוד. היו עיכובים גדולים באספקת נשק וחימושים. והעיכוב הזה עומד להשתחרר בקרוב. וסיבה שלישית להפסקת אש. ניתוק הזירה ובידוד החמאס. מהיום השני של המלחמה, החמאס בנה על חיזבאללה שילחם לצידו. וכשחיזבאללה מחוץ לתמונה, החמאס נותר לבד במערכה. הלחץ שלנו עליו יגבר, וזה יסייע למשימה הקדושה של שחרור חטופינו. Bonjour Guillaume de Dieuleveux. Bonjour. En direct de Jérusalem, correspondant du Figaro à Jérusalem. Guillaume, vous sillonnez la région depuis plusieurs années, depuis notamment le début du conflit. Vous revenez tout juste du nord d'Israël. Vous avez notamment rencontré des civils. D'abord, première question sur ce cessez-le-feu qui est donc entré en vigueur hier, 4 heures du matin. L'arrêt des combats, à ce stade en tout cas, il semble être respecté. Écoutez, on vient d'apprendre là à l'instant, l'armée israélienne vient d'annoncer qu'un intercepteur avait été lancé dans l'ouest de la Galilée. On ne sait pas sur quoi, mais voilà, le cessez-le-feu reste quand même assez fragile. Ce matin, il y a eu des tirs d'artillerie sur des gens qui se rapprochaient trop d'endroits, de zones que l'armée israélienne a encore sous sa protection. Donc le cessez-le-feu est très fragile. C'est ce que vous ressentez dans la région, ce que vous ressentez de la part des autorités politiques, des autorités, et également de la part de la population. Ce qu'on vous dit ici, c'est que oui, il y a un cessez-le-feu, mais on craint que celui-ci ne soit pas durable. Donc il y a une grande méfiance à l'égard du Hezbollah, évidemment.
mais aussi depuis le 7 octobre à l'égard de toutes les institutions israéliennes, le gouvernement, l'État, et même l'armée. Donc les habitants du nord d'Israël qui se sont sentis littéralement abandonnés pendant près d'un an, puisque la guerre a réellement commencé avec le Hezbollah à la mi-septembre, mais le Hezbollah avait commencé à attaquer le nord d'Israël le 8 octobre 2023. Donc ces gens-là se sont sentis abandonnés pendant près d'un an et ils n'ont pas confiance dans les institutions. Ils savent très bien que les militants du Hezbollah, enfin du moins c'est ce qu'ils pensent, vont revenir le long de la frontière avec Israël dès qu'ils le pourront et qu'ils reprendront ce qu'ils faisaient déjà avant le 7 octobre, c'est-à-dire une sorte de harcèlement. Ça veut dire concrètement... Il faut comprendre que ces localités qui sont au nord d'Israël, elles sont littéralement à quelques centaines de mètres de villages libanais d'où on leur tirait dessus. Donc c'est une menace vraiment très réelle. Mais donc, à vous écouter, Guillaume de Dieuleveux, la population, elle ne croit pas vraiment que ce cessez-le-feu puisse être durable, parce que si le Hezbollah venait à revenir dans cette zone au sud du fleuve Litanie, eh bien, Benyamin Netanyahou a déjà prévenu qu'il riposterait. Oui, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça a déjà un peu commencé. Mais en fait, ce cessez-le-feu, finalement, c'est une nouvelle mouture de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc qui date de 2006, la dernière fois qu'Israël était retiré du sud du Liban. Et on a vu que cette résolution n'avait pas été appliquée. Donc les habitants du nord d'Israël ne voient pas pourquoi elle serait mieux appliquée maintenant. Elle l'a été depuis quasiment les 20 dernières années. Donc c'est pour ça que l'armée israélienne et Netanyahou, qui a été très ferme sur ce point mardi soir, insiste sur le fait qu'ils utiliseront la force pour le faire respecter. On a bien compris, Guillaume de Dieuleveux, qu'il n'y a pas vraiment d'enthousiasme aujourd'hui, en tout cas c'est ce que vous semblez nous dire, dans la population en Israël. Est-ce que malgré tout, on croit encore, d'une façon ou d'une autre, dans certains milieux, est-ce qu'on croit encore à la paix ? La paix, non. Personne ne croit dans la paix en Israël depuis le 7 octobre 2023. Je dirais qu'avant le 7 octobre, les gens se satisfaisaient d'une illusion de sécurité. Et je pense que maintenant, ce qu'ils veulent, c'est revenir à cela, c'est-à-dire un sentiment de sécurité. Et la paix, non, c'est vraiment, ils sont encore très très loin de ça, notamment tant que les otages n'auront pas été libérés, les otages dans la bande de Gaza. Est-ce que vous qui suivez évidemment la situation de très très près depuis le début du conflit, est-ce que vous avez été surpris par l'annonce de ce cessez-le-feu qui intervient quelques jours après l'intensification des frappes ? Honnêtement, oui. D'ailleurs, il y avait des rumeurs depuis lundi et franchement, moi, j'y croyais pas tellement. Parce que des rumeurs de cessez-le-feu, on en a en permanence depuis plus d'un an. Donc effectivement, oui, ça m'a étonné que cette fois-ci, ça ait marché. Mais alors, qu'est-ce qui explique que ce cessez-le-feu intervienne maintenant ? En fait, je pense qu'il faut, pour une fois, prendre au pied de la lettre ce qu'a dit Netanyahou mardi soir, notamment quand il a parlé des problèmes d'approvisionnement de l'armée. Vous savez, l'armée israélienne, c'est une armée de réservistes qui est conçue pour mener des opérations très courtes et très intenses. Alors là, depuis plus d'un an maintenant, ils mènent une guerre d'usure sur plusieurs fronts à la fois. Donc ils ont un gros problème d'abord de fatigue des réservistes qui en ont assez de passer leur temps à faire la guerre alors que ce sont des citoyens normaux qui ont une vie à côté. Et par ailleurs, ils ont un problème d'approvisionnement en munitions. On touche donc du doigt les limites d'une guerre sur plusieurs fronts du côté d'Israël ? Tout à fait, oui, tout à fait. D'autant que, en gros, l'armée israélienne dépend principalement des approvisionnements américains et les États-Unis ont menacé à plusieurs reprises de limiter ces approvisionnements. Et Netanyahou l'a reconnu mardi soir. Il manque de munitions, en fait. Il manque terriblement de munitions. Alors, Benyamin Netanyahou, effectivement, qui a surpris avec cet accord de cessez-le-feu. Benyamin Netanyahou, qui traverse quand même une passe difficile, avec notamment ce mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité.
Alors d'abord, Guillaume, il se dit que dans la négociation, il y ait pu avoir ce mandat d'arrêt aurait pu être négocié afin qu'il soit retiré dans le cadre de la négociation. Est-ce que vous avez des éléments à nous donner sur ces négociations à propos du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale ? Non, j'ai aucun élément sur la coulisse de ces négociations. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est que dans la temporalité, c'est le lendemain de l'annonce du cessez-le-feu que la France a dit que finalement, elle n'appliquerait pas la demande de mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Donc voilà, il y a une temporalité sur laquelle on peut s'interroger. Comment a-t-il été perçu par la population israélienne, ce mandat d'arrêt ? C'est quand même un élément très important. Il y a quelque chose de très important effectivement à comprendre, c'est que les Israéliens se sentent incompris, notamment depuis le 7 octobre. Les Israéliens mènent de leur point de vue une guerre de survie, une guerre existentielle, voire une guerre de civilisation. Ils en sont convaincus. Et ils pensent que la communauté internationale, notamment l'Occident, ne comprennent pas cela. Donc ce mandat d'arrêt, de leur point de vue, c'est ça en fait, c'est l'aveuglement occidental. C'est aussi un aveuglement des Israéliens à l'égard de ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est-à-dire que ils ne sont pas capables de comprendre à quel point la crise humanitaire dans la bande de Gaza est grave, à quel point les ravages causés par l'armée israélienne dans la bande de Gaza sont graves et en grande partie inexplicables. Et ça, ils veulent pas le voir en fait. Ce mandat d'arrêt, en tout cas, il influe nécessairement sur les décisions de Benyamin Netanyahou et notamment sur la décision de signer cet accord de cessez-le-feu. C'est peut-être effectivement de sa part une façon de montrer des gages de bonne volonté. Sur le plan interne, si vous voulez, ça le renforce aussi parce que ça fait de lui le garant justement de la nation israélienne, seul contre tous. Donc ça, c'est assez bon pour lui en fait politiquement. En revanche, effectivement, sur la scène internationale, il a besoin tout à fait de montrer des gages. Alors justement, qui sort gagnant finalement de ce cessez-le-feu ? En Israël, honnêtement, j'ai du mal à vous répondre. C'est difficile à expliquer. D'ailleurs, les habitants du Nord et les élus du Nord sont vent debout contre ce cessez-le-feu, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ça, c'est pas bon non plus politiquement pour Netanyahou. Donc, franchement, qui sort gagnant du point de vue israélien, je sais pas. Je sais pas comment il va réussir justement à présenter ça. Il présente ça comme une victoire, mais les gens sont pas du tout dupes en Israël. Du point de vue du Hezbollah, on présente ça comme une victoire également. Alors tout le monde a gagné, alors c'est formidable. Tout le monde a gagné. Peut-être que c'est le Liban qui va sortir gagnant. Et notamment les populations civiles, évidemment. Est-ce que c'est une victoire de la diplomatie ? En tout cas, c'est un accord, c'est l'arrêt des combats. Est-ce que c'est une victoire également pour les États-Unis ? On sait qu'ils ont pesé de tout leur poids en faveur de l'arrêt des combats au Liban. Oui, on sait que Joe Biden avait l'intention de profiter de ces derniers mois à la Maison-Blanche, effectivement, pour jouer son va-tout et au moins arracher une victoire diplomatique. D'ailleurs, dès hier, dès mercredi, il a dit que maintenant c'était sur la bande de Gaza qu'il allait se concentrer. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a une victoire américaine. Il y a aussi dans l'esprit de Netanyahou le fait que Donald Trump arrivera bientôt à la Maison-Blanche. Et lui, il espère en tout cas que ça lui permettra d'avoir les mains libres pour mener à bien sa politique dans la région. Quel avenir également pour le Hezbollah ? L'enjeu pour Israël maintenant, ça va être d'éviter que le Hezbollah ne puisse se réarmer, se renforcer, d'autant que le Hezbollah a frappé à nouveau ces derniers jours et a montré sa capacité à continuer de frapper l'État d'Israël malgré cette guerre d'usure. Ah oui, le Hezbollah, jusqu'à mardi soir, a continué de frapper intensément Israël. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de missiles qui sont tombés côté israélien. Il y a certaines personnes qui expliquent ça par le fait qu'Israël, justement, manquait d'intercepteurs
pour les détruire en l'air. Donc le Hezbollah a voulu montrer qu'il était toujours prêt, qu'il était toujours combatif. Cela dit, il a pris un coup extrêmement fort. Et maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va pouvoir se reconstruire ? Je dirais que la guerre de 2006 avait été interprétée par Hassan Nasrallah comme une véritable victoire contre Israël. Là, alors peut-être certes, il clame la victoire, mais de fait, ils ont quand même pris des coups très très durs. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir redevenir aussi menaçants qu'ils l'étaient avant le 8 octobre 2023 ? C'est pas sûr. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont abandonné le Hamas dans la bande de Gaza à son sort. Mais vous dites qu'ils ont subi des coups très très durs, et c'est un fait. Mais est-ce qu'on sait aujourd'hui que c'est tout, en tout cas, de la capacité d'action du Hezbollah ? J'aimerais pouvoir vous répondre, mais je ne sais pas. Ce qu'on voit, en tout cas, c'est que le sud du Liban a été détruit de manière très intense, et on savait que le Hezbollah y avait organisé tout un système destiné à attaquer le nord d'Israël. Donc en 2 mois quasiment de présence sur place, les Israéliens ont eu le temps de détruire tout cela. Et puis on sait aussi que la tête du système a été détruite, notamment avec la mort d'Hassan Nasrallah, qui était quand même le leader charismatique du Hezbollah. Donc pour eux, ça va être c'est un coup très dur. Mais encore une fois, l'idéologie est toujours là, et on ne tue pas une idéologie à coups de bombe. L'idéologie anti-sioniste est toujours très présente, et le Hezbollah reste un affidé de l'Iran. Et l'Iran a bien l'intention de continuer à mener une guerre par procuration avec Israël. Justement, Guillaume de Dieuleveux, très rapidement, cette réaction scrutée de près, celle de l'Iran, comment l'Iran va-t-il réagir ? Comment réagit-il d'ailleurs déjà ? On voit que l'Iran s'est présenté, je crois, ce matin en faveur plutôt d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Donc il voit bien que il est temps peut-être de faire parler la diplomatie, mais ils ne vont certainement pas arrêter là leur combat contre Israël. D'ailleurs, mardi soir, Netanyahou a évoqué une menace en provenance de l'Irak. En fait, cette menace, ce sont des milices chiites qui, là encore, sont financées et organisées par l'Iran. Et ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de tirs de drones vers Israël en provenance de l'Irak. Donc, c'est possible que l'Iran utilise cette menace-là, maintenant que, je dirais, il a déjà grillé ses cartouches au Liban et dans la bande de Gaza. Il y a aussi une menace, excusez-moi si je peux terminer là-dessus, oui, en Cisjordanie. Pardon ? Je disais oui, allez-y, très rapidement, allez-y. Oui, rapidement, la Cisjordanie, il ne faut pas oublier la Cisjordanie, où il y a énormément d'armes et où la situation est extrêmement tendue. Et là aussi, il faut voir la main de l'Iran. Merci beaucoup, Guillaume de Dieuleveux. Merci, correspondant du Figaro à Jérusalem. Bon courage pour la suite, évidemment, de vos reportages qui sont à retrouver chaque jour dans les pages du Figaro et sur le Figaro.fr. On continue de suivre avec vous l'évolution du conflit sur le terrain, et on voit cet article sur ce reportage avec les habitants au nord d'Israël. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité à Point de vue. On se retrouve bien sûr demain, toujours sur le Figaro TV. Je vous souhaite une excellente après-midi.